Bonjour Nicole. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer dans le cadre de mon émission Pourquoi pas vous parce que j'ai lu votre livre L'art de se réinventer, dans lequel vous donnez plein de conseils pour apprendre à changer de vie et éventuellement réaliser ses rêves. Mais ce que j'ai aimé en fait dans votre approche, c'est que vous partez du postulat comme quoi tout vient d'une transformation intérieure et qu'on n'a pas forcément besoin de changer, de déménager pour se réaliser. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, parce que moi, la première fois où je me suis questionnée, j'avais besoin de changer de vie. Comme la plupart des gens, on se retrouve à un moment donné dans une vie qui, on se dit, mais ça n'a pas de sens de simplement travailler, travailler, consommer, consommer, prendre quelques jours de vacances par année. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Donc, comment fait-on pour changer de vie? Et la première fois, je me suis réinventée, mais je me suis réinventée physiquement. Je me suis mis au sport, j'ai commencé le yoga, j'ai coupé mes cheveux, j'ai changé d'emploi, j'ai déménagé de quartier. Bref, je me suis vraiment réinventée physiquement, émotionnellement, socialement parlant. Puis j'ai été diagnostiquée avec une maladie chronique et toute épreuve pour moi dans la vie est une invitation à se réinventer plus profondément. Donc, pour moi, c'est venu sous la forme d'une maladie. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être un divorce, une faillite personnelle, un échec amoureux. Et se réinventer, intérieurement, c'est vraiment entrer dans un moment d'inconfort. Mais toute grande transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. Là, il signe que vous êtes sur le bon chemin. Parce qu'on entre dans des zones de résistance, on doit aller voir plus profondément en soi, questionner ses certitudes, nos idées fixes, commencer à lever le voile sur des réflexions qui sont importantes dans notre évolution. Qu'est-ce que ça représente pour moi, le lâcher-prise dans ma vie? Est-ce que je lâche prise ou je suis constamment dans la résistance? Qu'est-ce que le pardon pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est actif? Est-ce que c'est quelque chose qui est porteur de transformation ou c'est quelque chose que j'ai mis de côté? Je m'accroche à mes ressentiments et mes petites rancunes. Qu'est-ce que la joie? Se questionner, parce que la joie à 16 ans, la joie à 20 ans, la joie à 40 ans, la joie à 50 ans, qu'est-ce que c'est pour moi la joie? Et des questions plus profondes aussi qui viennent vraiment nous bousculer de l'intérieur, comme quelle est ma plus grande peur? Parce que sans être capable de la nommer, elle nous contrôle constamment. Donc de lever le voile sur ces facettes-là importantes de l'être humain fait que petit à petit, intérieurement, on apprend à se connaître de nouveau. Parce qu'on croit se connaître, mais souvent on ne se connaît pas. On apprend à se connaître. À travers se connaître, on apprend à se comprendre. Quand on apprend à se comprendre, on comprend notre humanité, le côté humain de nous. Puis ça adoucit notre regard envers nous-mêmes et la douceur, la vulnérabilité, ce sont des éléments extrêmement porteurs de transformation. Donc en fait, je reprends le titre du livre, L'art de se réinventer. Pour vous, ça part... Au départ, bien souvent, c'est lié à un mal-être ou à des questionnements qu'on se pose, ou à un moment, on n'est pas bien dans notre vie, et c'est là qu'on se dit, finalement, il y a quelque chose de positif qui se cache derrière. Oui, parce que quand on n'est pas bien dans notre vie, on est appelé à questionner l'extérieur. On regarde sur Facebook, on regarde sur Instagram, on regarde défiler la vie des autres qui semble une vie de rêve. On se dit, ah, je ne peux pas croire qu'elle est là en vacances et moi je suis ici. Ah non, elle a obtenu ce boulot et moi je m'emmerde dans cet autre boulot. On peut dire ça, on s'emmerde ici? Oui, pas de souci, on comprend. Donc, alors on regarde à l'extérieur et on dit, OK, ça y est, je change de boulot. Oui, je vais économiser, je vais aller en vacances, je vais m'habiller comme ceci, comme cela. Mais tout ça, c'est éphémère et tout ça est appelé à passer. Et souvent, on questionne notre vie sans se questionner soi-même au centre de notre vie parce que tout part de nous. Et l'art de se réinventer, c'est aussi retomber en amour avec notre vie. Véritablement lever le voile sur notre vie et commencer à compter nos bénédictions, à cultiver la gratitude parce que la vie ne nous doit rien, absolument rien. On se plaint souvent du temps qu'il fait à l'extérieur, mais sur la planète, nous sommes une planète parmi des milliers de planètes dans le cosmos et nous, on se plaint de notre environnement. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de nous commencer à miser sur l'essentiel, de se dire, s'il me reste peu de temps à vivre, qu'est-ce que je veux faire de ma vie?
Parce que souvent, on entend parler du temps. Les gens disent, je n'ai pas de temps, je manque de temps, je gaspille mon temps. Mais il y a un auteur français qui disait, changer le mot temps pour le mot vie. Alors quand tu dis, je gaspille mon temps, je gaspille ma vie, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de vie. Alors, c'est l'art de se réinventer, c'est ça. C'est l'art de réinventer sa façon d'entrer en relation avec la vie. Tout autour de nous, aujourd'hui, tout se réinvente constamment. La nature constamment se réinvente, se renouvelle. Et nous, l'être humain, nous sommes les seuls à résister à la transformation. Si elle vient de nous, si c'est notre désir, bien entendu, on l'accueille, mais si elle nous est imposée par des circonstances, par des épreuves, là, on résiste. Alors que souvent, c'est une façon que la vie a de nous inviter à nous réinventer. Et justement, pour vous, c'est passé par la maladie. Est-ce que sur l'instant, quand même, vous n'avez pas eu le sentiment de colère ou d'injustice en se disant « mais qu'est-ce qui me tombe dessus? J'ai pas mérité ça ». Enfin, comme on a tous. Et comment on fait pour passer dans cette phase de la rébellion à l'acceptation et genre, cette maladie est un cadeau. Je suis contente, yes. Ouais, c'est cadeau dur. mal emballé. Bah oui. Oui. Ah non, c'est une excellente question. Oui, moi j'ai été diagnostiquée avec une maladie chronique qui s'appelle l'hépatite C, que j'ai portée pendant 30 ans parce qu'il n'y avait aucun médicament. Je suis tombée dans les pourquoi. À genoux avec pourquoi moi, pourquoi en ce moment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. Et cette période-là a duré 6 mois, mais 6 mois, c'est une éternité où constamment, jour et nuit, je martelais la vie avec pourquoi, puis oui, de la colère et un sentiment d'injustice. Puis un jour, au cœur d'une nuit blanche, vraiment, il y a une voix intérieure. Je l'ai ressentie, cette voix-là, c'est pas une voix que j'ai entendue, c'est une voix que j'ai ressentie qui a dit « Cesse de demander pourquoi. Demande comment. » Ah, comment? Le lendemain matin, je me suis levée, j'ai dit « Comment? Comment je vais faire pour passer à travers cette journée? Comment je vais faire pour remplir mes engagements professionnels? Comment je vais faire pour payer ma voiture, l'hypothèque de ma maison? Je suis malade, comment je vais faire pour continuer à travailler? Comment? » Et j'ai réalisé que le pourquoi, les grands pourquoi dans notre vie, on n'aura jamais de réponse qui va nous satisfaire. Même si la vie nous amène une réponse, voilà pourquoi il t'a laissé, voilà pourquoi tu as perdu ton emploi, c'est jamais suffisant, on veut encore plus. Tandis que le comment, même s'il arrive sans réponse, il ouvre des portes. Il y a un espoir, puis on a l'impression de participer, on reprend notre pouvoir, puis avec le comment. Donc, chaque jour, je me levais, je me disais, OK, comment aujourd'hui, comment? Il n'y avait pas de réponse, mais j'avais l'impression d'être proactive. Et ça fait partie de la guérison. Et est-ce que, donc, par rapport à cette phase d'acceptation avec ce comment, il y a des choses qui, par l'acceptation intérieure, se sont manifestées dans votre vie et qui vous ont guidé vers ce que vous faites aujourd'hui? Parce qu'avant, vous étiez dans la mode, vous m'avez dit, et aujourd'hui, vous êtes maître en yoga. Oui. Donc, la bascule s'est faite à quel moment? Après la maladie ou... Oui. Encore une fois, c'est une bonne question parce que à travers comment, la première chose que mon médecin m'a dit à l'époque, parce qu'il y avait peu de recherches à l'époque, on savait que c'était une maladie chronique, mortelle, il m'a dit, vous devez apprendre à gérer votre stress. Mais moi, quand j'ai regardé le médecin devant moi, je savais que lui ne pouvait pas m'aider, il était encore plus stressé que moi. Alors, j'ai fait une liste. Puis à l'époque, j'étais journaliste, tendance mode, et j'ai commencé à faire une liste de ce que je pourrais faire pour gérer mon stress. À la toute fin de ma liste, il y avait peut-être, je ne sais pas, 12 ou 13 13 solutions que j'avais prises dans les magazines un peu partout. Puis à la toute fin, il y avait yoga. C'était ma dernière option. Parce que à l'époque, je me disais, le yoga, ce sont des gens en pantalon bouffant qui font des sur un plancher de bois. Moi, j'étais pleine de préjugés. Mais après avoir passé à travers toute la liste que rien n'ait fonctionné, il me restait ça. Alors, bien malgré moi, avec énormément de résistance, pleine de préjugés, je me suis rendue au yoga. Et moi, ce qui m'a interpellée à travers le yoga, c'est que mon corps s'est mis à respirer. Et à travers la respiration, il a commencé à canaliser des ressources qui étaient insoupçonnées, qui étaient véritablement bloquées par des tensions, des énergies. Et de retrouver son souffle, c'est métaphorique, là. C'est retrouver le souffle de la vie, c'est se redonner un élan. Et le souffle m'apprenait qu'avec la maladie, ou même avec une fatigue, il y a des journées où tu te lèves, tu as 60% d'énergie, le lendemain, tu en as 30%. Mais si tu es capable d'être en lien avec ton souffle, c'est ça le yoga, de ne pas le pousser, mais de ne pas le retenir,
ton souffle va te porter toute la journée. Tu vas pouvoir conserver ce niveau d'énergie sans arriver brûlé le soir. Alors, chaque matin, je prenais 3 longues, lentes et profondes respirations par le nez, juste là. Et le soir, avant de me coucher, non négociable. 3 longues, lentes et profondes respirations. J'ai commencé très, très petit, mais c'était non négociable. Et à travers la pratique du yoga, qui est une pratique où il n'y a aucune notion de performance, de compétition, de comparaison, moi j'étais très raide, très rigide, peu flexible. J'ai commencé comme ça et petit à petit, la transformation s'est faite. Puis oui, on prie pour une guérison, puis on espère qu'elle sera physique, surtout lorsqu'on vit avec la maladie. Mais elle se fait. Et elle a commencé par se faire par la guérison du cœur, à faire la paix avec le passé, avec me pardonner moi. J'avais fait des mauvais choix qui avaient entraîné des problèmes de santé. Donc, puis la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Alors, puis 30 ans plus tard, la guérison physique s'est manifestée. Ah oui, donc maintenant, ça y est, tout est guéri. Ouais. Mais c'est drôle parce que quand j'ai commencé à écrire L'art de se réinventer, il y a 7 ans, il n'était pas question que je guérisse. Les médecins disaient, il n'y a pas de médicaments. En tout cas, il y en avait un, mais moi, mon corps l'avait rejeté. Quand j'ai terminé ce livre et que j'ai mis le point final, je croyais que c'était le point final. Mais la vie a décidé que c'était un point de départ parce que 3 jours après avoir remis le manuscrit à mon éditrice, un nouveau médicament voyait le jour. Et j'ai pris ce nouveau médicament et il m'a guéri. Ah oui, donc symboliquement, c'est impressionnant. L'art de se réinventer. Voilà, et là, c'est vraiment un nouveau chemin où vous voyagez pour parler du livre et transmettre en fait les techniques. Et l'espoir. De ne jamais, peu importe ce que, de ne jamais laisser la flamme de l'espoir s'éteindre. Jamais. Peu importe ce que l'on dit, de la conserver allumée. Et par rapport donc avec tout ce que vous avez fait, donc il y a eu le yoga, mais dans le livre vous donnez pas mal de conseils pratiques et notamment pas mal d'exercices de méditation. Oui. Donc pour des gens qui sont réfractaires ou qui se disent moi j'y arrive pas, est-ce que vous pouvez donner justement des conseils pour s'initier à la méditation et trouver en quoi le fait de méditer peut justement nous aider à traverser des périodes difficiles? Oui. D'abord il y a tellement de mythes et d'idées qui sont véhiculées autour de la méditation que souvent on s'assoit en méditation, on croise ses jambes, on ferme les yeux, puis là, on se dit, mais je vais essayer d'être zen. Et là, on se retrouve dans un quartier dangereux. Là. C'est notre tête, on est mitraillé par 1001 pensées, puis on a l'impression que, parce que les pensées ne s'arrêtent pas, au contraire, qu'elles s'amplifient, on entend toutes ces voix, une voix qui nous juge, une voix qui nous critique, une voix qui nous conseille, une voix qui nous dit qu'on a mal au dos. Toutes les voix partent en même temps dans notre tête. On se dit, ben, moi, j'y arrive pas, là, je peux pas méditer, donc je vais aller au tennis ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, méditer, c'est faire la paix avec le fait que notre cerveau ne s'arrêtera pas comme un interrupteur parce qu'on s'assoit en lotus, là. Au contraire, lui, il va continuer à penser. Méditer, c'est se donner la permission d'être. Et il y a un professeur fabuleux ici en France qui s'appelle Fabrice Midal qui dit « Méditer, c'est se foutre la paix ». Et je trouve que c'est tellement bien dit, c'est se foutre la paix. On peut arriver en méditation fatigué, énervé, impatient, anxieux et regarder cela défiler sans se juger et savoir que tous ces états, ce sont des touristes, des passagers sans papier dans notre tête et que une pensée sans ton énergie a 0 sens de survie. 0, c'est une bulle d'air. Chaque pensée qui traverse notre esprit a besoin de nous. Elle a besoin de notre attention, de notre énergie pour coexister. Alors en méditation, on ne nourrit aucune pensée, mais on ne les arrête pas, on ne les freine pas. Et la méditation, c'est pas une tisane à la camomille là, pour devenir calme et se relaxer. Tout ça, c'est apprendre à observer notre esprit et réaliser que beaucoup des pensées qui nous traversent, on les prend personnelles. On voit une pensée qui traverse notre esprit, une pensée colérique ou une pensée de jalousie, puis on se dit, je suis tellement une mauvaise personne, je peux pas croire que je médite et que j'ai une pensée de jalousie. Mais ce sont des pensées universelles qui traversent le cerveau de tous les êtres humains à un moment ou à un autre. Donc, d'observer ça sans jugement. Méditer, c'est être. Et souvent, la phrase « être dans le moment présent », les gens vont focaliser sur le moment présent. Mais le moment présent, il change constamment. Dans une seconde, c'est plus le même. Simplement être. Méditer, c'est faire plus aucun effort. Aucun effort, imagine.
Tu n'as rien à changer, rien à prouver, rien à apprendre, rien à transformer. Juste être. Juste être. Et les plus grands professeurs de méditation, ce sont les jeunes enfants. Tu regardes dans les yeux d'un bébé de 2 ans ou 1 an et demi ou même 1 an, la présence quand il regarde sa mère, la présence, la vastitude de la présence sans jugement. Tout est là, tout est accepté. C'est vaste comme présence. C'est retourner à cet état, méditer. Et avec le recul, donc aujourd'hui, voilà, vous avez votre école de yoga, vous parcourez le monde avec votre livre. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas eu cette maladie, vous seriez là aujourd'hui? La réponse, c'est sûr que c'est non. Et c'est pour cela que, à l'intérieur de chaque épreuve, chaque grande épreuve, que ce soit un divorce ou une séparation ou la maladie, le deuil, c'est un cadeau mal emballé qui se cache au cœur de l'épreuve. Et si on peut, avec le comment le découvrir, comment le trouver, comment traverser l'épreuve, on découvre en soi des talents insoupçonnés, des ressources qui jamais ne se seraient dévoilées sans cette épreuve. Et souvent, on va découvrir qu'on a plus de courage que l'on croit, qu'on est plus patient que l'on pensait, qu'on a plus de compassion qu'au départ de l'épreuve. Donc, on est laissé plus riche. Il manque des morceaux, mais on est laissé plus riche. Bon, merci beaucoup, Nicole. Merci à vous. Je vous dis namasté. Namasté, c'est le plus beau cadeau de l'Inde à l'humanité. Namasté, ça veut dire je choisis de voir que le beau, la lumière, la bonté, la compassion en toi. Namasté. Namasté. Merci. Merci à toi. Voilà, donc en tout cas, si vous traversez des périodes difficiles ou si tout simplement vous avez envie de changer de vie, n'hésitez pas. Je vous conseille vivement la lecture du livre de Nicole Bordelot, L'art de se réinventer. Elle donne notamment des conseils pour agir sur chaque blessure, comme la peur, l'abandon, etc. Donc c'est un guide très pratique et voilà, vous aurez des exercices faciles à faire à la maison. Et n'oubliez pas, si Nicole l'a fait, pourquoi pas vous ?